Carte sur table, nouveau numéro, nous allons pour ce nouveau numéro justement aborder une question sociopolitique. Vous savez, nous avons donc un entretien puisque nous l'avions annoncé bien longuement. Il s'agit donc véritablement du professeur Robert Doucet, il est ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, mais également des Togolais de l'extérieur. Bonjour professeur. Oui, bonjour. C'est un plaisir véritablement d'être avec vous puisque vous avez, malgré votre agenda chargé, aménagé un peu de temps pour nous recevoir. Nous allons justement avec vous évoquer quelques sujets d'actualité qui vous concernent d'ailleurs. Le principe de l'émission, il s'agit donc de cartes sur table. Nous avons des cartes, vous allez donc tirer au fur et à mesure, c'est le principe. J'espère que cela vous convient. Je peux le faire, je peux tirer déjà. Tout à fait, on va prendre donc la première carte. D'accord. HCTE. HCTE, voilà, c'est le premier sujet que nous allons donc évoquer. Il s'agit véritablement d'une initiative que vous portez, on va le dire, une initiative que beaucoup d'ailleurs critiquent. Nous sommes là donc pour véritablement faire manifester la vérité. D'abord, HCTE, c'est quoi, monsieur le ministre? HCTE, c'est le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Je crois que beaucoup de pays dans la sous-région, vous avez le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal, sont des pays voisins qui ont un organe apolitique que l'on appelle Haut Conseil, soit des Burkinabés de l'extérieur, des Sénégalais de l'extérieur, des Maliens de l'extérieur. Et le Togo est l'un des rares pays au niveau de la sous-région ouest africaine à ne pas avoir un organe apolitique dans lequel la diaspora togolaise se retrouve pour discuter, pour échanger et surtout pour régler les problèmes qu'elle rencontre. Donc c'est l'initiative du gouvernement, soutenue bien sûr par le président de la République, le président Faure Gnassingbé, qui a souhaité que toute la diaspora togolaise puisse se réunir dans un organe consultatif apolitique et que cette diaspora soit l'interface à la fois du gouvernement dans les décisions qu'il aura à prendre la concernant et également représentant des Togolais dans les pays de résidence. C'est pourquoi nous avions lancé ce Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. De quoi s'agit-il? Il s'agit actuellement de mettre en place un Haut Conseil des Togolais de l'extérieur dans lequel chaque membre de ce Haut Conseil sera élu par les Togolais de l'extérieur, par les Togolais vivant dans sa circonscription de résidence. C'est-à-dire, si vous êtes en France, vous êtes Togolais vivant sur le territoire français, vous serez élu par les compatriotes togolais vivant en France. Donc vous devenez automatiquement leurs représentants. Nous avions, avec des experts diaspora, des Togolais de l'extérieur, que nous avions recrutés comme experts, longuement travaillé sur le projet du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur et nous avions défini 77 sièges comme membres du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Ne perdez pas de vue que nous avions à peu près, nous n'avons pas de chiffres réels, mais l'estimation est une estimation de 1,5 million à 2 millions de Togolais à l'extérieur. Mais nous disons 1,5 million Togolais à l'extérieur. Sur les 1,5 million Togolais à l'extérieur, nous avions 1,1 million à peu près, ou voire plus de 1,1 million qui vivent sur le continent africain. Et une minorité vit en Europe, aux États-Unis et dans les autres régions du monde, sur le plan démographique. Alors, l'étude que nous avions, soutenue par la Banque mondiale, soutenue par le PNUD, nous montre que la majorité, donc les 2/3 des Togolais de nos compatriotes de l'extérieur vivant sur le continent africain, il faut faire une répartition des sièges. Donc la répartition est faite finalement sur les 77 sièges prévus pour les Togolais de l'extérieur au sein du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, 45 reviennent au continent africain parce que la majorité de nos compatriotes vivent sur le continent africain et le reste, le tiers, est reparti pour le continent européen, l'Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et l'Asie. Voilà ce qui est fait pour le HCTE. Et quand on voit également les chiffres, pourquoi les 45, non seulement la majorité de nos compatriotes vit
vivent dans la sous-région ouest africaine et en Afrique, en termes même de contribution, en termes de contribution financière. Vous prenez les chiffres que nous avions publiés, que nous avions reçus de la Banque mondiale pour l'année 2017, 410 millions de dollars sont rentrés au Togo par le biais de la diaspora, c'est-à-dire les transferts de fonds de la diaspora vers le Togo. 410 millions de dollars sont rentrés pour l'année 2017. Sur les 410 millions de dollars, je vous donne seulement les 5 premiers pays qui ont transféré plus d'argent au Togo. Le premier pays, c'est le Ghana. Ce sont nos compatriotes togolaises et togolais qui vivent au Ghana, ici à côté, qui ont investi, qui ont transféré plus de 110 millions de dollars. Le deuxième pays, c'est le Nigeria. Le troisième pays, c'est la France, donc en Europe. Le quatrième pays, c'est la Côte d'Ivoire. Le cinquième pays, c'est le Bénin. Donc vous voyez que dans le top 5, nos compatriotes togolais vivant à l'étranger, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, du Bénin, sont ceux qui ont envoyé plus d'argent, transféré plus d'argent au Togo pour soutenir les parents, les familles, régler tous les problèmes. Comment on peut l'expliquer Je ne peux pas l'expliquer, mais je crois que ça se peut justifier également par le nombre de Togolais dans ces pays. Comme au Ghana, nous sommes plus de 50 000 Togolais officiellement recensés au Ghana, et également par le dynamisme de nos frères et sœurs qui travaillent dans ces pays et puis qui assistent les parents qui investissent, qui veulent travailler, etc., etc. Donc pour vous dire que quand vous prenez le top 5 des chiffres de la Banque mondiale, c'est bel et bien le continent africain et voire même la sous-région ouest africaine dans laquelle vivent nos compatriotes. Dans ces pays, c'est dans ces pays-là que nous avions beaucoup plus de Togolais et que ces Togolais-là font beaucoup de transferts pour assister leurs parents, etc. Ce que nous tous nous avions eu à faire quand chacun a l'occasion de vivre à l'étranger, d'assister. Et ça, ce sont des chiffres officiels. Vous pouvez imaginer les chiffres qui ne sont pas officiels. Donc c'est la raison pour laquelle la décision du gouvernement est celle vraiment d'avoir des interlocuteurs représentatifs de la diaspora et discuter avec la diaspora. Alors aujourd'hui, monsieur le ministre, est-ce que vous avez le sentiment véritablement que vous avez des interlocuteurs dignes de ce nom? D'ailleurs, je vais vous prendre cette dernière parution, je ne sais pas si vous l'avez donc lu, de Liberté, qui dit ceci, et je vais citer le journal: la kleptomanie du RPT UNIR s'invite dans l'élection des délégués de la diaspora, des inscriptions multiples qui discréditent Robert Doucet et son HCTE. Ça, c'est la toute dernière parution de Liberté. Je ne vous sais pas trop dans les réponses en ce qui concerne véritablement les flèches décossées à votre endroit. Est-ce qu'aujourd'hui, tout se passe bien, puisqu'on parle là d'inscriptions multiples? Qu'en est-il? Vous ne pouviez pas... Il n'y a aucune inscription multiple qui est en cours. Et vous saviez que même s'il y avait des inscriptions multiples, parce que nous sommes ouverts au ministère, le gouvernement est ouvert, le ministère des Affaires étrangères est ouvert sur cette question. S'il y a même des inscriptions multiples, une inscription multiple, s'il s'avérait, sont des inscriptions qui arrivent dans tous les pays du monde. Parce que les gens sont en train de faire des recensements. Il y a des doublons. Il peut toujours avoir des doublons, ça existe dans tous les pays du monde, cher ami. Et à la fin, bien sûr on fera un nettoyage du fichier. Donc c'est normal. Je vous dis qu'il n'y a pas de doublons. Mais s'il y a des doublons, s'il s'avérait qu'il y a des doublons, parce que c'est possible, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Si on voit qu'il y a des doublons, naturellement, automatiquement, on voit qu'il y a plusieurs noms de plusieurs personnes, mais évidemment, ça sera corrigé. Donc je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude et surtout, il faut éviter, le gouvernement n'est pas dans une démarche politique. Le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur est un organe apolitique. Et le problème d'ailleurs, peut-être le malentendu avec certains qui qui s'opposent ou qui ont essayé de discréditer ce Haut Conseil, c'est parce qu'ils sont dans une démarche politique. Si vous êtes dans une démarche politique et vous voulez être membre du HCTE, vous n'allez pas réussir.
Parce que le fondement du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, c'est d'être apolitique, mais d'être seulement au service du Togo, de servir seulement le Togo. Vous saviez, nous avions beaucoup de problèmes avec certains de nos compatriotes de l'extérieur. Vous ne connaissez sûrement pas les chiffres. Tous les jours, si vous prenez 365 jours dans l'année, tous les jours, c'est un chiffre que je vous donne comme ça, tous les jours, il y a au moins 2 ou 3 Togolais qui sont en prison dans un pays dans le monde. Tous les jours. Tous les jours. Parce que nous avons recensé plus de 700 et quelques Togolais en prison dans un pays quelconque dans le monde. Les gens, il faut que les compatriotes comprennent que le Haut Conseil vient d'ailleurs pour aider ceux qui souffrent. Et dans certains pays, nous n'avions aucune représentation, il n'y a pas d'ambassade, il n'y a pas de consulat. Qui va aider ces Togolais au fond du monde? On nous signale qu'ils sont en prison pour différentes raisons. Si nous avions le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, nous avions un représentant, un Togolais vivant, dans un coin du monde quelque part, et qu'il est élu membre du Haut Conseil, il peut assister les Togolais qui sont en souffrance. Il peut assister les Togolais qui sont malades. Il peut assister les Togolais qui sont abusés, même quand ils ont leurs droits dans certains pays. Parce qu'on ne peut pas être dans tous les pays du monde. Mais être membre du Haut Conseil vous donne la légitimité et la légalité d'assister les compatriotes togolais. Voilà des problèmes réels auxquels nous sommes confrontés, que les gens ne savent pas. Donc, toute idée de faire du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur une affaire politique est exclue. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez fait une bonne lecture, puisque, je vais là vous citer, la diaspora togolaise est une diaspora émiettée en plusieurs associations avec des difficultés à se regrouper et à s'organiser en fêtière capable d'assurer sa représentativité. C'est bien cela? C'est ce que j'ai dit. Voilà. Parce que n'oubliez pas que nous avions envoyé déjà en 2014 une mission dans presque tous les pays du monde pour discuter avec la diaspora. À la fin de cette mission en Europe, aux États-Unis et en Afrique, il y a 9 recommandations qui ont été retenues. Sur les 9 recommandations, une recommandation est celle de la mise en place du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Monsieur, nous étions en 2014. Nous sommes en 2019. 5 ans après, le Haut Conseil n'a jamais été mis en place. Trouvez-vous que c'est normal? C'est pourquoi le gouvernement a pris la responsabilité d'encourager la mise en œuvre de ce Haut Conseil. Il était question que la diaspora elle-même puisse se réunir pour mettre en place le Haut Conseil avec l'assistance du gouvernement. Ce que la diaspora n'a pas pu faire parce qu'elle est émiettée, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de leadership, etc. Vous prenez un seul pays, vous prenez les États-Unis, il y a plus de 50 associations de la diaspora. Chacun crée une association qui représente la diaspora. Qui représente qui finalement? Mais avec la mise en place du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, désormais, ceux des États-Unis auront des sièges. Ils seront élus, et quand ils sont élus, ils sauront qu'ils ils représentent à la fois pour les compatriotes vivant sur le territoire américain, et puis pour nous, ici, gouvernement, les représentants légitimes et légaux des Togolais, et facilite les négociations, les discussions quand il y a des problèmes pour assister. On ne fait pas la politique ici. Voilà. Pour assister les Togolaises, pour assister les Togolais qui ont des problèmes, etc. Les membres du Haut Conseil seront là pour ça. Alors la diaspora, vous avez véritablement eu le sentiment que la diaspora togolaise est réceptive de cette initiative, puisque selon justement certains articles qui sont sur la toile, la diaspora rejette le prétendu HCTE monté en catimini par le ministre Robert Doucet. C'est ce qui est écrit, et là on nous cite la coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie. Vous répondez à ma question. Vous saviez, le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur est un organe apolitique. Quand vous citez un organe, vous citez une association, je ne connais pas, mais Togo. Oui, vous dites la pour l'alternance politique, tout à fait. Là, vous voyez que ça entend en politique. Et ça, nous refusons. Voilà. On ne fait pas la politique au sein du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Merci, professeur Robert Doucet. Je pense qu'on a donc essayé d'éclairer la lanterne des millions de Togolais qui nous suivent. D'ailleurs, du côté de la diaspora, on va, avec votre amabilité, faire la deuxième pioche.
Feuille de route de la diaspora. Feuille de route de la diaspora, je pense que ça vient un peu avant le HCTE. Vous allez nous dire, en ce qui concerne la feuille de route, c'est vrai que vous avez effleuré tout à l'heure dans votre propos cette feuille de route. Quels sont les grands axes? Qu'est-ce qui devrait donc véritablement être implémenté en ce qui concerne cette feuille de route? Vous saviez, la feuille de route de la diaspora que nous avions lancée, évidemment, le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur fait partie de cette feuille de route. Cette feuille de route consiste d'abord à discuter avec la diaspora et à mettre en place le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Mais nous ne voulons pas nous limiter au Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Une fois que le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur sera mis en place, évidemment, nous pensons que ce Haut Conseil sera installé par le président de la République lui-même ou de son représentant lors d'une manifestation importante que nous allons organiser ici à Lomé les 28 et 29 novembre. Parce que les 28 novembre, le Togo va accueillir un forum économique de la diaspora africaine. Nous sortons du cadre du Togo. C'est toute la diaspora africaine, la diaspora afro-caribéenne, afro-américaine, afro-asiatique qui se réunira ici au Togo. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous pensons que cette diaspora importante du monde, africaine et du monde, ne peut ne pas venir au Togo et ne pas rencontrer sur le territoire togolais les frères togolais de la diaspora élus. Vous voyez, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous pensons qu'il faudrait accélérer la mise en œuvre du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, qui sera installé tout à l'heure, je vous l'ai dit, et que ce Haut Conseil ait l'opportunité de rencontrer toute la diaspora africaine, la diaspora du monde, comme je viens de le citer, américaine, caribéenne, etc., ici à Lomé, discuter sur les opportunités économiques. Ça sera un forum économique de la diaspora africaine le 28 novembre et le 29 novembre, un forum économique des Togolais de l'extérieur. Donc vous voyez, c'est un grand événement que nous préparons en l'honneur de notre diaspora dont nous sommes fiers et que nous servons, pour que cette diaspora et celle africaine puissent se réunir pour discuter et voir les opportunités d'affaires, parce que la diaspora pour nous est une mine d'or. Pour le Togo et puis pour tous les pays africains. Est-ce que ça sera un événement ponctuel ou cela va être donc... Pour le moment, je ne sais pas. Nous nous contentons de ce que nous allons organiser avec le soutien des partenaires, parce que les partenaires nous soutiennent, les partenaires croient que le Togo a beaucoup d'opportunités, de potentialités pour accueillir ce premier forum économique de la diaspora africaine et discuter avec cette diaspora dans une vision de rendre cette diaspora africaine beaucoup plus visible et lui permettre d'investir sur le continent africain pour ceux qui le veulent. Et bien sûr que pour nous, en tant que Togolais, ce que nous souhaitons, c'est que cette diaspora, qu'elle soit togolaise ou non togolaise, puisse investir au Togo. Et c'est ça qui est notre vision, la vision du gouvernement, parce que nous avions désormais un programme national de développement et nous pensons que dans le cadre du PND, l'apport de la diaspora, ou des financements de la diaspora africaine en général et particulièrement togolaise. Merci, Excellence. On va donc prendre une autre pioche pour évoquer un autre sujet. Vous savez quoi? ACPUE. Voilà, ACPUE, nous allons donc évoquer ce chapitre de l'actualité, puisqu'on le sait, vous étiez donc à Bruxelles en mai dernier. Là, il s'agit donc de l'évaluation des progrès réalisés. J'ai envie de savoir, puisqu'en réalité, je vais rapidement citer Neven Mimika, qui est donc commissaire chargé de la coopération internationale du développement et négociateur en chef de l'UE, qui a déclaré: l'accord se précise, il est temps d'intensifier, nos efforts et d'accélérer nos progrès pour atteindre les résultats escomptés. Les discussions d'aujourd'hui sur les partenariats régionaux nous rapprochent un peu plus de cette coopération nouvelle et renforcée que nous recherchons. Alors, monsieur le ministre, coopération nouvelle et renforcée, j'ai envie de savoir, qu'est-ce que vous y mettez? Vous saviez, en tant que négociateur en chef des pays ACP, les ACP constituent une force que peut-être certains ne connaissent pas. Les ACP, c'est 79 pays du monde. La population des ACP, c'est plus d'1 milliard de personnes. Donc le Togo, comme vous le saviez, a toujours joué un rôle important. Et nous sommes fiers en tant que Togolais de voir que plusieurs accords ont porté le nom de notre ville, les accords de Lomé. Il y a eu 4 accords au total
qui ont été signés avec le nom du Togo. Et nous sommes fiers qu'il y ait les accords de Lomé, devenus accords de Togo, et qui prendra fin en février prochain, en février 2020. Aujourd'hui, les enjeux des ACP sont tels que les questions fondamentales, les questions qui touchent, les questions qui sont vitales pour le continent africain et puis pour les Caraïbes et le Pacifique sont des questions qui tournent autour du commerce. Parce que n'oubliez pas que les ACP, avant de traiter des questions politiques que nous connaissons, c'est d'abord pour faciliter le commerce entre ces pays et les pays européens. Donc l'enjeu principal aujourd'hui est de voir comment on peut renforcer non seulement la coopération entre les ACP et l'Union européenne, mais surtout l'investissement par le biais du commerce. Donc l'enjeu des ACP est ici. Bien sûr qu'il y a des aspects politiques qui sont aujourd'hui rentrés dans l'actualité des ACP, mais l'essentiel c'est le commerce. Et à propos du commerce, nous en tant qu'Africains, nous avions un nouvel organe aujourd'hui qu'on appelle la ZLEC, la zone de libre-échange continentale. Et le dernier sommet extraordinaire, le sommet ordinaire de l'Union africaine a eu lieu à Niamey sur cette question. La ZLEC a été ratifiée par les pays. Donc, dans un an, on verra la mise en œuvre de la ZLEC. Et pour les Caraïbes et le Pacifique, c'est d'autres aspects, évidemment toujours sur le commerce, mais des commerces avec les produits tarifaires pour chacune de leurs régions. Nous disons aujourd'hui que, comme l'a dit notre ami le commissaire Mimika, qu'il faut intensifier cette coopération. Oui, nous devons l'intensifier, mais pour nous, aux ACP, nous devons travailler de telle sorte que nous allons plutôt vers un partage, vers un commerce qui soit beaucoup plus équitable. Aujourd'hui, quand nous voyons les résultats, évidemment, on se rend compte que le commerce entre l'Union européenne et les pays ACP est déficitaire pour la partie ACP. Nous sommes conscients, on ne peut pas accuser l'Europe de faire des négociations pour être forcément les gagnants, mais nous avions aussi une part de responsabilité en Afrique parce que parfois les produits que nous envoyons sur le continent européen ne répondent pas à des critères de compétitivité non plus. Ce qui fait que ces pays ne sont pas, ces produits plutôt, ne sont pas parfois retenus par la partie européenne. Mais nous pensons que ces discussions et la détermination des chefs d'État et de gouvernement des ACP doivent nous permettre en tant que négociateurs de réussir une bonne négociation pour que l'accord, le post-Cotonou, donc le post-2020, soit un accord qui soit beaucoup plus équitable. Je parle en termes de commerce entre les pays ACP et l'Union européenne. Merci, Monsieur le Ministre. Avant de sortir de ce couloir d'information, je vais vous citer, puisque vous êtes donc le président du groupe central de négociation ministérielle. Vous avez dit ceci: nous avons entamé ces négociations en septembre de l'année dernière et nous avons fait des progrès. Nous avons donc fait des progrès constants. Depuis lors, les consultations avec les 3 régions ont été bénéfiques dans la mesure où elles ont donné une bonne idée des besoins de chaque région. Nous attendons avec impatience la conclusion d'un accord axé sur les besoins actuels et futurs de nos pays membres. C'est bien cela? Je le confirme. Voilà, merci. On va donc faire l'autre pioche. Monsieur le ministre, vous avez quoi? Bibliographie. Alors, vous avez véritablement une bibliographie qui force l'admiration, Monsieur le ministre, parce que là, je vais rapidement les citer. La vie sans vie, c'est donc un roman, édition Bonini, Abidjan 2000. C'est de vous. Oui. Voilà, alors pour une paix durable en Afrique, plaidoyer pour une conscience africaine des conflits armés. Édition Bonini, c'est donc en 2002, vous le confirmez, c'est sous votre contrôle que je parle. Pensez la réconciliation au Togo, c'est toujours édition Bonini, Abidjan 2003. Là, j'ai envie de m'arrêter. On parle là de réconciliation au Togo. Est-ce que vous avez véritablement le sentiment que les Togolais, après on ne va pas ressasser le passé, les faits sont têtus, est-ce que vous avez le sentiment que les Togolais aujourd'hui sont réconcilier? Je crois que le président de la République, le président Faure Gnassingbé, a réussi pour le moment à réconcilier les Togolais. Mais toute réconciliation, elle n'est pas politique, elle n'est même pas sociologique. La vraie réconciliation, c'est d'abord dans les cœurs. Le président de la République et son gouvernement sont en train de travailler pour que cette réconciliation soit effective même dans nos cœurs. Mais c'est à vous et moi d'avoir les dispositions nécessaires pour aller vers cette réconciliation. Pour le moment, nous dirons que
président de la République a réussi, parce que nous venons de loin, vu notre passé, et que le Togo soit aujourd'hui apprécié sur le plan international comme un pays de paix où il y a la stabilité politique, et un pays dans lequel on peut bien vivre. Pour ne pas dire on vit très bien. Là j'ai envie de venir, c'est une petite pique, hein, parce que je m'en voudrais. Beaucoup disent que la vie est un peu chère au Togo. Je vais la paraphraser, le chroniqueur Maman, il y a des Togolais en haut et en haut et ceux en bas. Est-ce qu'il n'y a pas deux catégories de Togolais finalement? Est-ce que tout le monde connaissez-vous un pays dans lequel tout le monde est au même niveau? Ça n'existe nulle part. Que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez au fin fond d'un quelconque pays, il y a forcément des riches, des moins riches, des pauvres, etc. Mais qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, et c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est ce que le président de la République est en train de faire, c'est d'aider les Togolais qui n'ont pas les moyens, les Togolais qui ont des difficultés de changer de cadre de vie, de chercher à améliorer le quotidien des Togolais. C'est ça qui est plus important. Il ne s'agit pas de voir les riches ou les moins riches, mais ceux qui n'ont rien. Vous et moi, nous avions sûrement bu de l'eau potable ce matin. Mais nous savons que dans certains de nos villages, il y a des personnes qui n'ont pas d'eau potable, qui doivent se déplacer sur 1 km, 5 km pour aller trouver de l'eau potable. Vous trouvez que c'est normal? Voilà, ce sont les préoccupations du président de la République. Ce sont les préoccupations du gouvernement. Et nous pensons que le travail que nous sommes en train de faire, le travail que le président de la République est en train de faire, c'est d'améliorer les conditions de vie des populations. À la base. Et j'ai envie de savoir, est-ce que l'impact est remarquable, vu le chemin, le bilan, vous l'avez dit, le travail est en train d'être fait, il va falloir donc continuer. Il faut continuer, le président de la République est en train de le faire, il est en train de le faire très bien. Il faut continuer, merci. Je vais donc poursuivre. Vous avez également été le père de cette œuvre, l'Afrique malade de ses hommes politiques. Inconscience, irresponsabilité, ignorance ou innocence? Voilà, c'est une question. J'ai envie que vous nous donniez, à Mondo Vision, la réponse. C'est un livre que j'ai écrit, j'imagine que vous l'aviez lu. Je ne vais pas commenter ce que j'ai écrit moi-même. C'est ce que je pense que j'ai écrit. Je crois que le continent africain est en retard par rapport aux autres continents pour plusieurs raisons. Dans cet ouvrage, j'ai pris 3 aspects importants. J'ai dit l'une des raisons du retard du continent africain est liée à son histoire. Donc l'histoire du continent africain, je parle depuis l'esclavage jusqu'à la colonisation, a été défavorable dans l'élan de ce continent à prendre un jour le commandement de l'histoire universelle. La deuxième raison que j'ai évoquée, c'est l'ingérence des puissances non africaines dans le jeu politico-social du continent africain. Je crois que c'est une des raisons pour lesquelles l'Afrique est en retard. Et la troisième raison, c'est la responsabilité des Africains eux-mêmes dans la gestion politique, économique et sociale du continent africain. Donc je crois que ici, je ne dis pas que c'est seulement les Africains qui ont raison ou qui ont tort, c'est les non-africains, non. Je crois que si on prend ces 3 raisons, on verra que dans certaines situations, c'est peut-être l'ingérence qui est empêchée, dans certaines situations, c'est la mauvaise gouvernance par les Africains eux-mêmes qui ont fait que le pays ne s'en va pas sortir. Alors pour Venance Conan, éminente personnalité africaine, l'Afrique doit se prendre en charge ici et maintenant. Vous avez le même avis? C'est mon avis, effectivement, mais il faut que, pour que l'Afrique se prenne en charge, il faut que les Africains soient conscients des grands enjeux nationaux et internationaux, des grands enjeux continentaux ou internationaux. Si les Africains ne sont pas conscients de ça, on ne pourra jamais se prendre en charge. Est-ce que l'Afrique peut se défaire de ces boulets aujourd'hui qui traînent? Moi, je crois que l'Afrique est en train d'évoluer. Il ne faut pas être pessimiste. Moi, je suis pas afro-pessimiste, je suis plutôt afro-réaliste. L'Afrique est en train d'évoluer, il y a une grande mutation qui est en cours sur le continent africain. Il faudrait tenir compte de ces mutations, de ces grands enjeux et de certains leaders visionnaires qui arrivent sur le continent, après les premiers leaders des indépendances que nous avions connus, pour espérer et se dire que l'Afrique réussira tant que les Africains sont conscients des grands enjeux continentaux et internationaux. Merci Monsieur le Ministre, mais avant, la dernière œuvre, c'est une comédie sur les tropiques. Oui, je vous écoute. Justement, on a envie de savoir, une comédie sur les tropiques, véritablement, renseignez-nous, de quoi parlez-vous en une phrase? Non, c'était un roman que j'avais écrit parce que j'étais choqué par
un fait au niveau de la sous-région où on avait eu quelqu'un qui s'était accaparé du pouvoir par la violence, parce que j'ai parlé dans cette rue du capitaine Steven, et qui faisait vraiment au sommet de l'État ce que nous appelons une comédie, et qui faisait de la plaisanterie. Nous avions été choqués en tant qu'universitaires, etc. Pour nous dire, mais une comédie sous les tropiques, parce que nous déplorons le fait que dans certains pays africains, malheureusement, dans certains pays, certains responsables se livrent à ce que nous appelons une comédie, et ça fait honte pour les continents africains. Heureusement que c'est du passé maintenant, et nous espérons que nous aurons de plus en plus plutôt des visionnaires pour la transformation du continent, de notre continent. Alors, monsieur le ministre, professeur Robert Doucet, que nous réserve dans les années ou mois à venir votre bibliothèque? Est-ce que vous continuez quand même par écrire, vu votre agenda est quand même Je continue d'écrire. C'est vrai que avec la fonction que j'occupe, c'est difficile d'écrire, mais je trouve le temps d'écrire. Je publierai quand je sortirai de cette fonction, et je serai beaucoup plus prolixe que maintenant. Ah oui, merci. On va donc finir par la dernière carte. Religion. Religion, c'est vrai, on va donc en parler. Permettez que je puisse retracer un peu votre biographie. Vous êtes né le 4 janvier 1972, ce n'est un secret pour personne. Vous êtes né donc à Bangui, en République centrafricaine. Vous fûtes séminariste au séminaire Saint-Paul de Bangui, frère franciscain et moine de la communauté catholique des Béatitudes. C'est bien cela? Oui, je vous confirme, oui. Alors, pour beaucoup, puisque moi, sincèrement, je ne le savais pas, beaucoup disent que vous êtes discret, que vous avez quand même beaucoup de pudeur. Est-ce que tout cela vient de là? Non, ça va rentrer dans ma vie privée. Non, mais je vous rassure que, effectivement, ayant été religieux, et surtout moine, si vous êtes croyant ou chrétien, le monastère, c'est quand même c'est une rectitude. Oui, c'est un haut lieu spirituel. Donc, vous allez cultiver beaucoup plus de détachement et d'humilité pour servir. Tout ce que vous le faites comme un apostolat. C'est tout. C'est comme cette fonction que j'occupe. Pour moi, c'est un apostolat. C'est tout. Après, je tourne cette page pour me consacrer à autre chose et chercher à rester beaucoup plus proche de son Seigneur si je veux, c'est tout. Vous êtes toujours moine? Ah non, je ne peux pas être moine, je suis laïque. Je suis un homme ordinaire comme vous, mais en gardant toujours Dieu au centre de mes préoccupations, Dieu au centre de ma vie. Mais je suis toujours gêné, je n'aime pas parler de ma vie. Le moins haïssable. Merci. Je m'en voudrais si on ne finissait pas cet entretien par cet hommage que vous avez rendu d'ailleurs à Alain Marcel de Souza récemment, la CEDEAO qui a donc perdu une figure emblématique. J'ai envie de vous poser cette question. Comment avez-vous donc ressenti cette perte? Vous saviez, je voudrais d'abord présenter les condoléances à toute la famille de Marcel de Souza, qui est un ami, un aîné, un grand frère, je l'ai dit, et l'un des brillants économistes du continent africain. Il fut un brillant ministre d'État dans son pays, le Bénin, et l'un des meilleurs présidents de la commission de la CEDEAO. Nous avions beaucoup travaillé avec lui en 2017-2018. Quand le Togo, le président de la République, avait la présidence en exercice de la CEDEAO, nous avions effectué plusieurs missions avec lui en Guinée-Bissau. Et quand vous voyez le résultat qu'il a laissé à la CEDEAO, vous ne pouvez qu'être fier d'avoir connu un grand homme qui malheureusement est décédé tôt, à l'âge de 65 ans. Je suis également peiné parce que M. de Souza, en se rendant il est décédé à Paris. En se rendant à Paris, j'ai effectué le même vol avec lui. Donc je l'ai vu, nous avons effectué le même vol, nous nous sommes séparés et quelques heures après, on m'annonce qu'il est décédé. Donc je suis personnellement très peiné pour ça. Pour moi, M. de Souza est un modèle de travail. C'est un grand travailleur,
une grande capacité de travail en groupe, de supporter les pressions et de défendre ses positions, un certain nombre de convictions. Et quand il a ces convictions, il est difficile de lui enlever. Donc, nous avions une grande admiration pour lui et nous déplorons son départ. Le reste, je crois que c'est ce que vous avez abordé tout à l'heure et nous avons abordé ensemble en parlant de la religion. Dieu seul sait pourquoi il a rappelé à ce moment précis. Merci à Dieu. Merci, monsieur le ministre. On va sortir sur une note un peu plus gaie. À vos temps libres, à vos heures creuses, vous faites quoi? Je me repose et je lis. C'est tout. Vous écoutez la musique? Non, je n'ai pas connu ça. Merci, monsieur le ministre. Peut-être un mot de la fin pour la jeunesse africaine et de la diaspora, mais également togolaise qui nous regarde. Un mot? Non, je vous remercie. Je vous remercie pour l'entretien que nous avions eu. C'est vrai que vous avez voulu me poser beaucoup plus de questions que ça, mais bon, j'avais souhaité qu'on se limite à l'essentiel, à ce qui peut nous faire grandir. Quant à la diaspora togolaise, je crois que le gouvernement togolais aujourd'hui est en train de mettre en place le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur et nous les exhortons vraiment à rentrer dans ce Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Pour y rentrer, il faut s'inscrire sur une liste électorale parce que ce sont les frères et sœurs de la diaspora qui vont élire les candidats aux 77 postes disponibles au sein du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. Quand vous êtes membre ou même responsable d'une association, il faut encourager les membres de l'association à s'inscrire sur la liste parce que c'est eux qui vont jouer, qui vont vous élire. Et nous voulons vraiment les rassurer et également être fermes pour dire qu'au sein du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, il n'y aura pas de politique. Nous ne voulons pas de politique. Ce qui nous intéresse, c'est le développement de notre pays. C'est la fraternité, la solidarité entre Togolaises et Togolais. Mais la politique, nous n'en voulons pas. Vous pouvez être membre du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur et appartenir à vos partis politiques. Mais quand vous êtes dans le Haut Conseil, vous ne faites pas de politique. Vous parlez du devenir de la diaspora togolaise. Nous voulons qu'elle soit une diaspora à la hauteur de certaines diasporas dont on parle beaucoup sur le continent africain. Nous voulons que cette diaspora puisse jouer un rôle important également dans notre pays, le Togo. Donc pas de politique. Je suis désolé, mais c'est le langage de la vérité. Pas de politique. Développement, solidarité pour notre nation. Maintenant, pour vous et moi, je dirais que ce que nous sommes en train de faire, nous croyons qu'il faut le faire parce qu'il y a des moments dans la vie, il faut se mettre au service des uns ou des autres, au service de l'autre, pour que notre nation, le Togo, puisse réussir. Le président de la République, le président Faure Gnassingbé, a une vision. Il voudrait que les Togolais partagent cette vision avec lui. Nous, au ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur, nous essayons avec humilité de supporter, de travailler pour cette vision afin que le président de la République puisse réussir dans sa mission qui est celle de gouverner le Togo, de sortir du Togo du sud de l'Europe. Merci à vous. En tout cas, vous êtes un exemple, vous êtes un modèle pour la jeunesse africaine. Professeur Robert Dussé, merci. Je vais donc rappeler que vous êtes le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur. Merci de nous avoir accueillis chez vous. J'espère qu'on va bénéficier de cette générosité administrative très prochainement. Merci, vous allez toujours en bénéficier. Merci bien, merci. C'est donc la fin de cet entretien exclusif. Carte sur table, vous le savez, ne l'oubliez jamais, votre slogan est donc d'actualité. Nous avons les cartes, vous avez l'actualité. On se retrouve pour le prochain numéro. D'ici là, vous savez comment nous joindre, 90 24 48 21, mais également grâce à notre éventail en ce qui concerne donc les canaux sociaux. On se retrouve d'ici là, portez-vous bien, à très vite.